travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la psychothérapie. Et il se fait que dans mon travail, assez rapidement, je me suis posé cette question, mais toutes ces personnes qui viennent avec des grosses charges ont souvent des blessures très profondes et existentielles. Et finalement, beaucoup reviennent à la vie prénatale. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller visiter notre histoire. C'est d'avoir réalisé qu'en fait, c'est les mémoires que nous portons, c'était peut-être un peu le questionnement. Est-ce que finalement, nous traitons en tant que psychologues des situations immédiates et dans le présent, ou est-ce que nous sommes habités d'une mémoire? Et très vite, bien sûr, je ne suis pas seule à constater que nos blessures les plus profondes, elles proviennent déjà de la vie prénatale. Et ici, le propos, c'était, on m'a demandé d'essayer justement de mettre en évidence ce petit être qui commence sa vie dans le sein maternel. Est-ce que c'est juste une vie biologique, une croissance biologique, ou y a-t-il déjà des indicateurs qui permettent non seulement de dire que c'est bien sûr un petit être humain, ce que déjà beaucoup contestent aujourd'hui dès le début de la vie, mais est-il capable déjà de mémoire et est-il déjà habité par un principe justement qui dépasse la biologie, qui dépasse la psychologie? Donc la question, c'est existe-t-il une période prénatale? Est-ce que le fœtus se souvient? Et il est vrai que dans mon propos, je vais principalement chercher à informer et on va essayer de chercher aussi ensemble et à transmettre des observations qui, pour une part, seront scientifiques, sont reconnues comme étant scientifiques, mais qui sont également issues d'un travail de plus de 25 ans sur le terrain, sur le plan dans mon métier. Donc tout est basé vraiment sur le réalisme du petit être humain, parce qu'on pourrait dire, mais finalement, est-ce qu'il s'agit de psychologisme? Est-ce que c'est lié à finalement la vie personnelle de tout psychologue? Eh bien, nous allons constater que c'est bien plus que cela. Donc voilà la vie dans son commencement. Est-ce que l'humain se révèle dès avant la naissance? Telle est la question que nous allons explorer ensemble. Alors, cette question, elle amène immédiatement à 3 piliers, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant. Voilà une réalité anthropologique qui est fondatrice de l'humain, de la société, mais qui n'est plus aussi évidente aujourd'hui. Nous allons commencer par cette période qui est très cachée, cette période toute secrète de la conception d'un enfant, de la conception par laquelle nous sommes tous passés, et qui est un instant fondateur de la vie d'une nouvelle petite personne. La conception et la grossesse, c'est une réalité qui n'est pas simplement un processus de développement biologique des organes, ce n'est pas juste un petit corps qui se développe. L'aube de la vie est un espace-temps de transmission. Il y a une quantité d'informations, nous allons le voir ensemble, qui vont circuler entre la mère et l'enfant principalement. Je vais beaucoup parler de la mère parce que même s'il y a déjà des expériences qui se font dans certains pays et où il y a un premier homme qui aurait mis au monde un enfant, c'est-à-dire que c'était au départ une femme qui s'est transformée en homme, mais non, ce sont les femmes qui attendent les enfants et donc toutes ces mémoires, elles sont principalement rattachées à ce lien entre la mère et l'enfant. Nous allons le voir et je tiendrai quand même à le préciser, le père a une place fondamentale, même pendant la grossesse. Il a sa place. Nous allons voir comment. Donc tous ces échanges vont durablement marquer le devenir du nouveau-né, de ce petit être qui arrive au monde. Nous voyons donc que c'est une période qui est tout à fait fondatrice du devenir de l'enfant et du devenir affectif, mais pas uniquement affectif. On va voir que cette période, elle va toucher tout l'être du petit, l'être dans sa globalité. Donc nous voyons donc pourquoi ça touche tout son être et pas simplement sa biologie. C'est parce que c'est déjà là que va se fonder, s'enraciner
et le mot est important, le premier lien relationnel, le premier lien d'attachement maman-bébé, du bébé qu'elle porte. Alors pourquoi s'attarder particulièrement à ce lien humain premier? Pour ma part, c'est une grille de lecture tout à fait importante. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de relation. Et nous sommes des êtres de relation pas simplement à partir de la naissance, mais dès avant la naissance. Donc, dès le sein maternel, le petit va être en recherche de relation. Et il va surtout avoir un besoin d'attachement. Une mère, une femme peut décider de ne pas s'attacher à son bébé, mais le bébé s'attachera. On sait déjà que biologiquement, s'il ne s'attache pas, il est perdu, enfin, il ne vit pas. Mais cet attachement n'est pas uniquement un attachement charnel, un attachement biologique. Donc, oui, nous sommes des êtres de relation. Et la relation, enfin, si nous devions tous nous interroger un peu maintenant, mais finalement, pourquoi cherchons-nous la relation? Pourquoi entrons-nous en relation? Et je pense que cela a déjà été évoqué beaucoup mieux que je pourrais le faire ce matin. Bien sûr, si nous cherchons la relation, c'est que nous recherchons à être aimé et à aimer. Et c'est une réalité qui existe déjà dans le sein maternel. Donc nous pouvons dire que la recherche de relations, c'est un peu la nappe phréatique commune à notre humanité. C'est commun à tous les hommes. C'est un peu inscrit dans notre ADN, si je puis dire. Nous sommes tous programmés pour entrer en relation. Et d'ailleurs, nos blessures psychiques les plus profondes sont bien souvent des blessures relationnelles. Donc, nous allons être impactés par tout ce qui va se passer déjà durant cette période-là. On voit que le tout petit est un petit qui est un capteur d'amour, un curieux de la relation. Il a une compétence très fine, donc le fœtus a déjà une compétence très fine à tout ce qui va résonner en termes d'affection, mais donc également en manque d'affection, en vide d'affection. Nous voyons par exemple, donc ce n'est pas juste un constat théorique, mais nous voyons par exemple lors d'une amniosynthèse. Une amniosynthèse, c'est lorsque on va prélever un petit peu de liquide amniotique dans l'espace utérin pour faire des analyses. Et on sait qu'aujourd'hui, enfin, c'est fait vraiment à outrance. On sait que c'est un acte qui n'est pas sans risque. Mais cet examen a été filmé et on voit les fœtus qui se rétractent contre la paroi utérine. Certains le font, d'autres pas. Ce qui est étonnant, ce qui veut déjà dire, nous avons parlé ce matin, nous avons entendu parler du mot de la personnalité, il y a déjà une petite personnalité, il y a déjà quelque chose qui fait que certains vont réagir d'une telle façon et d'autres d'une autre façon. Et ce qui dit bien qu'il y a déjà cette unicité de la personne. Nous voyons aussi que dans des situations de déni de grossesse, donc ce sont des femmes ou des jeunes filles qui soit ignorent qu'elles sont enceintes, mais soit elles l'ignorent, soit elles le savent et très vite elles oublient qu'elles sont enceintes. Donc le déni de grossesse est quelque chose quand même d'assez grave parce qu'il y a des jeunes filles qui peuvent arriver à l'hôpital avec des douleurs intenses au ventre. Elles y vont parce qu'elles ont très mal au ventre et en fait elles attendent un bébé déjà depuis par exemple 7 mois. Comment se fait-il que personne n'ait rien vu? Eh bien parce que, et c'est là où on peut vraiment se dire, non, le petit fœtus ne se développe pas que du point de vue de sa croissance biologiquement, parce qu'on sait qu'un petit va prendre sa place, il va prendre l'espace qui lui est offert. Eh bien en fait il grandit le long de la colonne vertébrale de la mère, pour ne pas être vu, puisque la mère, donc ça dit bien qu'il y a quelque chose qui passe de l'intention de la mère, qu'elle soit consciente ou pas consciente, chez le bébé. Donc, ce que je vous propose peut-être aussi, c'est dès à présent, n'hésitez pas à noter vos questions pour qu'on puisse avoir tout à l'heure, si vous le souhaitez, un petit échange. Comme ça me permet d'aller jusqu'au bout. Et puis, après ça, j'aurai beaucoup de curiosité à répondre à vos questions. Donc, nous voyons que ce besoin relationnel et l'amour, c'est une attente humaine, et l'attente humaine la plus profonde, la plus existentielle.
Voilà, donc nous sommes un, nous sommes tous, enfin nous sommes reliés à l'intérieur, nous sommes reliés, nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Ici, nous voyons que les neurosciences vont nous apporter des informations très intéressantes et qui vont permettre justement d'étayer cette idée que le petit, que ce ne sont pas juste des théories voilà, qui dépendent de la psychologie, mais c'est étayé par les neurosciences. Les neurosciences nous apprennent des choses très intéressantes, des informations très intéressantes par rapport aux mémoires prénatales. Comment, entre autres, ça fonctionne? Eh bien, nous sommes tous dotés d'une petite glande cérébelleuse qui s'appelle l'amygdale, donc ce n'est pas celle que nous avons dans la gorge, mais qui est située donc dans le cerveau et qui est fonctionnelle déjà in utero. C'est une carte mémoire, moi j'aime bien la comparer comme si c'était une carte mémoire, mais la carte mémoire émotionnelle et qui va gérer plus particulièrement les circuits de la peur. C'est-à-dire que c'est comme le socle neurologique de la peur et qui vont permettre des empreintes prénatales durables par rapport aux ambiances affectives et ressenties émotionnellement pendant la grossesse. En tout cas, les derniers mois. Avant cela, ce seront tous les sens qui vont permettre cette mémoire, j'y reviendrai. Donc, cette petite carte mémoire, à quoi sert une carte mémoire? Bien sûr, à retenir les informations, mais également à les rejouer. Nous verrons comment. Donc, cette amygdale, elle intervient et elle est fonctionnelle bien avant l'émergence de la conscience. Je vous ai mis aussi une petite diapositive sur les 3 cerveaux. C'est intéressant à savoir parce que ça va permettre de savoir un petit peu comment le petit être humain va petit à petit grandir et dans son développement, comment vont fonctionner ses mémoires. Nous avons d'abord le cerveau reptilien, qui est en fait le cerveau le plus primitif, avec tous les réflexes archaïques de défense qui sont liés à la survie. Le petit enfant, il fonctionne principalement, le petit enfant qui vient de naître, et cela jusqu'à l'apparition du langage, il va énormément fonctionner à partir de son cerveau reptilien, c'est-à-dire dans la défense, il va avoir des réactions immédiates par rapport aux stimulations extérieures. Et c'est intéressant à savoir, parce que d'essayer de reprendre un petit enfant sur le plan du raisonnement quand il est en colère, disons que ça ne marche pas très bien, on voit qu'au contraire, la colère augmente, parce que l'enfant a besoin qu'on vienne se mettre en emphase avec son émotion, parce qu'il ne peut pas maîtriser encore ses réactions. Il est aussi ce qui est très développé aussi, il fonctionne aussi très fort par rapport à son cerveau affectif, qui est le cerveau limbique, qui va permettre justement de retenir toutes les informations plus affectives. Donc il est très en phase et très fonctionnel à ce niveau-là. Par contre, le néocortex n'est pas encore fonctionnel dans le sein maternel, donc in utero, il n'est pas du tout mature. On va voir quelles sont les répercussions et en quoi c'est important de savoir qu'il n'est pas mature, parce que c'est le cerveau cognitif, c'est le cerveau logique, c'est le cerveau du raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous pourrions parfaitement nous dire, oui, mais bon, du coup, je vous parlais du passage des émotions de la mère à l'enfant et que le fœtus est très sensible aux émotions maternelles, mais nous pourrions nous dire, ben, bon, l'émotion de l'autre n'est pas mon émotion. Eh bien, le petit fœtus ne peut pas se dire ça, justement parce qu'il n'a pas cette capacité de réflexion, il n'a pas encore une autonomie de pensée et une autonomie sur le plan de la sensation de son existence propre. Par exemple, une maman qui va développer beaucoup de stress. Le stress, attention, ne mettons pas les mères dans des bulles et à vouloir les protéger de tout. Le stress est aussi un facteur de développement. Ça devient toxique pour le fœtus, l'embryon ou le fœtus, dès lors qu'il y a soit répétition, soit des chocs intenses. Donc ce que nous pouvons en fait retenir ici, c'est que l'amygdale n'oublie pas. Nous tous ici présents, nous sommes encore marqués, empreints, que nous soyons conscients ou pas,
des mémoires de la période prénatale. Alors une découverte tout à fait intéressante qui a eu lieu à Rome, une découverte en 2010 dans un congrès de gynécologie et d'obstétrique, qui était de mettre en évidence que la moelle sanguine de la mère contenait, donc il a été découvert qu'elle contenait des cellules qui s'appellent des cellules staminales et qui sont en fait présentes dans la moelle sanguine de la mère jusqu'à 30 ans après la naissance de tout enfant porté, et qui sont donc des cellules qui sont des cellules fœtales. Si ce sont des cellules fœtales, ça veut dire qu'il y a également des cellules paternelles, puisque le bébé, il est à 50% du patrimoine génétique paternel et 50% du patrimoine génétique maternel. Ce qui est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que l'unité interactive triangulaire maman, enfant, papa, elle est déjà constituée à l'intérieur du sein maternel. Donc il y a déjà cette cohésion familiale et sociale qui est inscrite dans le corps de la femme enceinte dès le départ de la vie du tout petit. Ces cellules sont intéressantes quand même, c'est intéressant de savoir parce que je vais plus tard vous parler des nouvelles méthodes de procréation médicalement assistée, dont entre autres la GPA, la gestation pour autrui, donc il s'agit des mères porteuses. Les mères porteuses sont extrêmement trompées dans toute cette affaire, mais pas que, bien sûr, c'est un grand drame que ces bébés qui naissent de cette façon-là. Mais il faut savoir que des témoignages de mères porteuses, beaucoup disent « Ah, ça y est, j'ai pu accoucher de cet enfant, c'est terminé. » Eh bien non, ce n'est pas terminé, parce qu'elles ne savent pas qu'elles portent en elles la mémoire de tous ces fœtus qu'elles ont attendus, que c'eût été leurs enfants ou des enfants qu'elles ont cédés à autrui. Ce qui n'est pas rien, évidemment. Ça veut dire que cet enfant va se rappeler à elle tout au long de sa vie. Et le père, absolument, oui. Donc comment ça se passe, ce tissage du lien mère-enfant in utero? Comment déjà pouvons-nous attester qu'in utero, il y a un tissage, il y a un lien réciproque mère-enfant? De nouveau, y a-t-il des appuis objectifs tangibles sur lesquels nous pouvons, et qui seraient scientifiquement observables et sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Et nous allons en effet voir que c'est tout au long de l'embryogénèse, il y a l'éveil des 5 sens. L'éveil des 5 sens qui va permettre justement, l'enfant va très vite pouvoir entendre. Il discrimine déjà à 7 semaines la voix maternelle et la voix paternelle. On sait que déjà à 4 semaines, il y a le bourgeon de l'oreille qui se forme, et ainsi de suite. Donc le toucher est évidemment sollicité dès le départ. Donc on voit que par l'ouïe, eh bien, toutes les informations extérieures, elles lui parviennent bien sûr de façon filtrée, mais elles lui parviennent. Donc on voit que le bébé est véritablement greffé sur cette mère-là qui le porte et avec laquelle il cohabite durant 9 mois. L'enfant est attendu, il est autant habité par la mère que la mère habitée par l'enfant porté. Il y a une infinité de messages, tant biologiques, c'est-à-dire hormonaux, qu'émotionnels, tous des échanges qui sont transmis entre la mère et l'enfant. Et c'est tout cela qui suscite la mémoire prénatale. Ça va laisser des empreintes profondes dans la mémoire des sens. Donc nous voyons qu'au départ, c'est une mémoire très somatique. Mais tout est replié, bien sûr. Il n'y a pas encore de psychologie, de dimension psychologique à proprement dite, mais on ne peut pas dire qu'elle n'y est pas. Elle est potentiellement présente et ce sont tous ces facteurs somatiques qui vont se révéler à travers la psychologie de toute personne humaine, entre autres. Alors, à quoi va encore servir ce patrimoine de mémoire?
Il est important parce qu'il va faciliter le passage de la vie intra-utérine au monde extérieur. Il va permettre la transition pour le petit du connu à l'inconnu. Donc, nous pouvons dire que tous ces facteurs sensoriels vont le soutenir, vont l'accompagner et vont le rassurer. On ne peut pas dire, il y a certains auteurs qui parlaient du traumatisme de la naissance. Non, on ne peut pas parler d'office du traumatisme de la naissance. D'ailleurs, c'est l'enfant qui, médicalement, ça a été observé, qui lui-même enclenche le phénomène de la naissance. Donc ça veut dire qu'il y est prêt et qu'il y a une espèce de dialogue qui va se créer entre la mère et le bébé, et il est prêt. Et effectivement, c'est une épreuve, mais ce n'est pas forcément un traumatisme. Cela peut le devenir selon les circonstances de naissance. Donc nous pouvons dire qu'il y a bien une préconnaissance sensorielle du bébé vis-à-vis de sa mère et qui fournit au bébé des repères de sécurité pour l'après-naissance et qui fonde le processus d'attachement mère-enfant qui va enraciner le lien humain premier, fondamental, sur lequel toute personne s'appuiera ou reviendra au long de sa vie. Et c'est prouvé par les chercheurs. Nous voyons, il y a des chercheurs qui ont, j'ai vu des vidéos, donc ce n'est pas, de nouveau pas des élucubrations qui sont inventées, j'ai vu des vidéos très touchantes, très jolies, donc des enfants, des bébés à peine nés. On a relié une tétine à un enregistrement qui fait passer différentes voix, dont la voix de la mère. Et on voit que le bébé accélère sa succion au moment où il entend la voix de sa mère. Bien sûr, personne ne lui a dit « c'est ta maman ». Donc c'est intuitif. De même qu'au niveau de l'odorat. On a demandé à une maman, à des mamans, parce que bien sûr ça se fait sur plusieurs pour assurer qu'il s'agit bien là d'une reconnaissance du bébé de sa mère à lui. On a imbibé des cotons de lait maternel et le petit qui est endormi, on voit le chercheur qui tourne délicatement la tête du bébé vers le coton qui est imbibé de l'odeur d'une mère qui n'est pas sa mère et on voit qu'il se met à s'agiter. Il est tourné de l'autre côté et on voit que le petit reglisse dans le sommeil. Si on lui laisse l'initiative, on voit que le petit va tourner préférentiellement sa tête du côté du coton qui est imbibé du lait maternel de sa maman à lui. Donc, vous voyez que cette relation est très étroite, elle est très forte, elle se tisse très corporellement, très sensitivement, très émotionnellement parlant. Alors, cette symphonie sensorielle et affective in utero, cette symphonie hormonale, crée donc une mémoire durable qui est soit sereine, soit stressée. Bon, j'y vais un peu fort, c'est un peu caricatural. Ces photos, ce sont des vraies photos, ce ne sont pas des dessins. Donc on voit là un petit fœtus qui est tout à fait paisible, qui est serein et même qui sourit. On voit déjà l'ébauche du sourire. Et puis un autre qui est tout crispé. Pourrions-nous dire qu'il est déjà en colère ou qu'il a peur? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et qui montre qu'il n'est pas tranquille. Voilà, on pourrait se dire, que se disent-ils chacun? Oui, il y en a un qui sent peut-être qu'il est bienvenu, l'autre qui ne l'est peut-être pas autant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. C'est là où on va voir qu'il y a des interprétations, étant donné qu'il comprend tout à partir de ses sens. Un petit bébé qui a un fœtus qui a eu une maman très fatiguée, ou qui a une maman qui a vécu un deuil, ou qui vit un conflit, qui vit des circonstances de grossesse qui sont très douloureuses ou compliquées pour elle, ne disent pas pour autant qu'elles n'aiment pas leur enfant. D'accord? C'est très important. Cependant, il y a une interprétation parce que forcément, il y a des chocs émotionnels qui parviennent au bébé ou des distances affectives. Au moment où la maman est très prise, où j'ai eu énormément de témoignages de mamans qui, obligées de devoir retravailler, ont mis leur bébé en crèche et se sont centrées par stress, par obligation de patron, etc., à fond dans leur travail. Donc il y a une forme de désinvestissement de la grossesse. Donc ce sont des petits qui ne reçoivent pas suffisamment de messages
d'une mère qui pense son enfant. Donc, nous voyons que ce qui peut parfois se cacher derrière des colères de tout petit, eh bien, ce sont des peurs qui datent déjà de la période prénatale. Tout cela, je l'explique, enfin, vous pourrez retrouver tout cela dans le premier livre, donc Un cri secret d'enfant. Nous pouvons bien comprendre que tout cela, bien sûr, participe du processus d'attachement ou du détachement vis-à-vis de l'enfant. Nous le verrons plus loin. Alors, la naissance. Donc, le nourrisson naît tout imprégné d'une gamme de perceptions qui ont été captées, qui ont été engrammées et qui sont en lien direct avec la mère avec laquelle il cohabite depuis 9 mois. Bien sûr, tout cela a besoin de se prolonger. C'est un attachement, ce sont les prémices de l'attachement, mais bien sûr qui a besoin de se prolonger. Mais la racine, elle est prénatale. Et ce terme, il est important, la racine. Parce que se passe-t-il si un arbre n'a pas suffisamment de racines ou qu'on les coupe? Je n'ai pas besoin, évidemment, de dire ce qui se passe, mais ça a des conséquences. Donc, la période in utero est le premier terreau de l'attachement du petit humain et qui vont révéler beaucoup sur le plan de la relation dans le courant de la vie. Donc le lien, il est appelé à se prolonger, à s'enraciner après la naissance. Donc le petit va rechercher, c'est son besoin primordial, il recherche proximité, protection, sécurité. La seule connaissance qu'il a du monde extérieur ou du monde tout simplement, c'est sa maman. Et je dirais presque la première matrice c'est la mère, la deuxième matrice c'est le père, mais j'y reviendrai. Le petit a besoin d'un lien stable, fiable, durable. J'appuie là-dessus parce que justement dans tous ceux qui défendent la GPA par exemple, eh bien, ils vont mettre en avant le fait qu'ils vont se retrouver, après avoir été attendus par une femme étrangère pendant 9 mois, ils vont se retrouver dans des bras très aimants, et je n'en doute pas, nous n'en doutons pas, mais il y a eu une rupture. Donc là, j'y reviendrai. C'est Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto, qui dit une phrase que je trouve très intéressante. Elle va dire « Si c'est bien elle, je suis bien moi ». C'est ce que se dit le petit bébé. « Si c'est bien elle, je suis bien moi ». Donc on voit que là, l'identité dépend véritablement, l'identité, le ressenti ou le vécu identitaire de l'enfant dépend de la proximité avec sa mère. C'est donc un socle de base du petit humain pour se construire dans la cohérence de son humanité. C'est d'ailleurs ce qui va permettre, ce sont aussi les prémices de la construction de la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance dans la vie, l'estime de soi, etc. Alors que se passe-t-il lorsqu'on sépare un bébé de sa mère de naissance? Eh bien, c'est le bébé et la mère, il y a donc un intime maillage relationnel. Eh bien oui, c'est préjudiciable pour le bébé parce que nous brisons une unité relationnelle tout à fait indispensable pour que le tout petit se sente véritablement vivant. Donc il perd sa sécurité de base, sa source d'estime de soi, de confiance en soi. Il se sent abandonné. Alors que se passe-t-il? Eh bien oui, sans la maman à la naissance, il y a une rupture qui ne laisse pas le bébé indemne. Il y a vraiment une crainte de mourir. Alors ça semble, on pourrait dire, mais c'est tout à fait excessif, puisque nous savons bien que le bébé ne meurt pas. Même s'il est éloigné de la mère, qu'il soit en bonne santé, certainement s'il est en bonne santé, il est éloigné de la mère, mais on sait très bien qu'on va le ramener à la mère, ou si la mère est éloignée. Mais il se fait qu'il y a une sensation de perte essentielle et existentielle qui est très angoissante, parce que c'est une sensation de perte de soi pour le bébé. C'est important de le savoir, il y a comme une sensation de démantèlement du moi pour le tout petit. Donc, il est attaché de tous ses sens, et c'est ce qui lui donne son sentiment d'existence. Si le corps de la maman disparaît, eh bien le petit se sent disparaître.
Donc il est confronté, voilà, à cette discontinuité sur le plan des sens, et il doit aller puiser des ressources qui au départ sont inconnues pour le petit être humain, qui ne sont pas naturelles, et il doit parfois aller chercher à l'extrême, et c'est ce qui peut créer déjà à la naissance des états dissociatifs. C'est-à-dire que pour s'y retrouver, pour se défendre de cela, qu'est-ce que c'est la dissociation? C'est des coupures entre le corps et les sensations. Pour moins souffrir, c'est ce qu'on retrouve dans des états psychiatriques, hein, la dissociation du corps, de l'esprit, de l'âme, etc. Pour moins souffrir, on n'est plus en contact avec les sensations. Donc, ce jeune, donc la mère va le décrire, enfin, ils viennent donc tous les deux avec l'enfant, et disent ses lèvres deviennent toutes bleues, il dit qu'il va mourir, et bien sûr, il tremble et il ne veut pas aller à l'école. Donc, vous voyez, il y a cette mémoire non seulement somatique, mais il dit qu'il va mourir. Ce n'est pas parce qu'on va à l'école qu'on va mourir, bien sûr. Hein. Donc nous voyons que donc, il devient tout pâle, il est haletant, c'est le corps qui parle. Le corps, parce que cette petite amygdale, il y a comme un espèce de signal d'alarme. Donc cette mémoire iceberg, c'est-à-dire la partie immergée de la conscience, qui se réveille à partir d'un événement qui ressemble, c'est-à-dire il est séparé, il va être séparé de sa mère, de la maison, il va dans l'inconnu, donc 12 ans c'était le passage, pour nous en Belgique c'est le passage en humanité, donc il passe des primaires au secondaire, donc l'inconnu, ben oui, la naissance c'est aussi un inconnu, et il se fait que cet enfant avait été séparé plusieurs heures à la naissance pour une cause compliqué. En fait, il était tout bleu à la naissance parce qu'il avait avalé du liquide amniotique, mais il n'était pas en danger. Il fallait s'en occuper, il fallait l'aspirer, etc. Puis on l'a été laissé en observation, loin de sa mère. Donc, c'est ce qui permet véritablement de mettre en évidence cette mémoire prénatale. Donc, l'angoisse de séparation, parce que c'est une mémoire donc somatique, celle du corps, et une sensation de perte du corps. Donc le petit se sent perdu, et une cause première, c'est la perte de la mère. En fait, le petit, on ne peut pas le tromper. Il sait très bien qui est sa mère à la naissance. C'est un peu comme le flair d'un petit animal, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un petit animal, mais d'un être humain. Donc cette insécurité, comment se l'expliquer ? Eh bien, parce que le petit ne peut pas encore réfléchir. Son système nerveux n'est pas encore mature. Donc, que se passe-t-il? Il n'y a pas en lui la sensation de la permanence du moi. Donc, il y a une prématurité psychique, tout simplement. Il faudra 9 mois pour qu'il fasse la différence entre lui et quelqu'un d'autre. Donc, il est en fusion, c'est ce qu'on appelle un petit peu, c'est le moment fusionnel avec la mère. Il n'a pas la conscience de son identité propre. Alors j'y viens à la place du papa, qui est tout à fait fondamentale. Vraiment, cette deuxième matrice affective autour du bébé, une deuxième source de filiation. Je me permets de donner tous ces éléments parce que nous allons voir ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Le thème, c'est quand même aussi les déconstructions actuelles et la déconstruction, entre autres, de la famille, dès son origine. Donc le père va évidemment apporter toute cette notion de l'altérité, tout le monde masculin. Il va protéger, il va soutenir, il va stabiliser les émotions maternelles. Donc si la mère porte le bébé dans son corps, eh bien le papa va porter le bébé dans sa pensée. Il n'a que sa tête où l'attendre finalement, le père. Donc il a une faculté tout à fait particulière d'accompagner la croissance du petit qui est blotti au creux du giron maternel dans son désir par la parole et par les gestes. C'est tout aussi crucial que d'avoir une mère. Et c'est cette qualité de présence de l'enfant à l'enfant dès sa genèse qui lui fournit les prémices d'un plancher de sécurité. Et l'enfant pourra en bénéficier, même inconsciemment, toute sa vie. Il y a déjà, dès le ventre maternel, aujourd'hui, il y a une science qui est développée qui s'appelle l'aptonomie, qui est donc, on parle de la science de l'affectivité, et où on voit des pères qui poussent la main sur le ventre de la femme et qui appellent le petit
de sa main et par la voix. Et on voit que le petit vient se lever dans la main du père. Donc il y a déjà une information d'altérité qui est offerte au fœtus dès le sein maternel, ce qui est tout à fait intéressant, évidemment. Donc ce n'est pas à la naissance que le père commence à avoir une place, c'est déjà durant tous ces 9 mois. Cela va vraiment enrichir déjà le tout petit d'une présence tierce et qui va ouvrir déjà ce fameux binôme mère-enfant à plus grand que lui, à un autre que lui-même. A contrario, une maternité qui n'est pas ouverte au père et qui est donc limitée à la mère, elle peut devenir, oui, dangereuse psychiquement pour l'enfant, même ça a quelque chose de mortifère parce qu'il y a quelque chose qui renferme l'enfant et qui l'empêche d'entrer vers toute l'ouverture sociale. Voilà, donc il y a ce don du nom du père qui est vraiment important, qui va garantir une autonomie mentale. Je vous laisse lire quelques instants. Donc l'altérité, oui, elle a toute sa signification. Et c'est d'autant plus important de rappeler cela aujourd'hui, étant donné toutes les nouvelles techniques de procréation. Vous savez qu'il y a non seulement la gestation pour autrui, mais la PMA, la procréation médicalement assistée, donc les procréations sans père. De toute façon, il faut un père, mais des femmes qui attendent un enfant seul. Ce qui est très important, c'est de ne jamais, en tout cas dans mon métier, c'est extrêmement important, de ne jamais juger les choix des personnes, mais il s'agit de nommer. Il s'agit de nommer ce qui va atteindre l'équilibre du petit être humain. Donc, c'est une référence, le père a une référence indispensable dans la structuration psycho-affective de l'enfant. Il y a vraiment ce hiatus, c'est-à-dire cette différence, elle est salutaire pour l'enfant parce qu'elle va contraindre l'enfant à faire place à ce qui lui échappe, à ce qui est autre, c'est-à-dire ce qui ne ressemble pas à ce qu'il connaît. En général, ce qui ressemble, c'est en général plus confortable que ce qui nous distingue. Et pourtant, c'est cela qui va apporter une ouverture vers autre chose, vers l'autre, vers le différent, vers l'extérieur. Donc l'altérité va obliger l'enfant à supporter d'être entamé par l'autre, et donc par suffisamment pour que tous les autres soient aussi inclus dans son monde psychique. Donc c'est toujours intéressant, et je me questionne toujours quand des enfants, des jeunes commencent, quand il y a par exemple des décompensations psychiatriques, quand les jeunes ont par exemple 17-18 ans et qu'ils vont rentrer là, ils doivent commencer à choisir un métier, etc. Je m'interroge toujours, et souvent, parfois ce sont les mères qui téléphonent, eh bien de me poser la question, où est le papa? Et que s'est-il passé avec le papa? Pourquoi cet enfant, ce jeune, décompense-t-il exactement au moment où il doit s'engager sur le plan social? Donc c'est entre autres une question à se poser, bien entendu ce n'est pas l'unique. Mais c'est important parce que c'est le père aussi qui va amener l'enfant à sa pleine autonomie, à devenir soi, et pas un moi qui est relié à la mère. J'aime bien utiliser cette image parce que des mamans, parfois en consultation, ramènent beaucoup à « oui, je lui dis ceci, je lui dis ça, etc. » Et j'essaie de parler du fait que si l'enfant, on ne peut pas faire croire à l'enfant que le monde est un utérus extensible. Oui, l'enfant est né de sa mère, mais ensuite il doit naître au monde, il doit naître à la vie sociale et à sa vie à lui. Donc tout cela dépend essentiellement de la présence du père. Pour sortir de la dyade mère-enfant, il est important quelque part de perdre la mère, de perdre sa protection. Mais il y a un âge pour cela. Donc c'est bien sûr pas au tout début de la vie qu'on perd sa mère, mais à un moment donné, pour ça que j'ai mis entre guillemets. C'est une forme de perte, mais qui est source de croissance pour prendre son envol et pour
entrer dans un ancrage qui va lui permettre de se connaître aussi lui-même. C'est important qu'il puisse sortir de cette dyade. Nous voyons donc que le père va amener cette place qui est dissymétriquement positionnée par rapport à la mère. Il y a une valeur égale des deux, mais il y a une différence fondamentale à reconnaître. Je vous laisse lire quelques instants. Alors il y a un autre besoin du petit être humain qui est le besoin de l'identification et de l'appartenance et qui va se jouer tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Mais bien sûr, tout cela, ça part, déjà vous voyez la continuité, hein. C'est important que tout cela, ça se passe évidemment dans la continuité et cela s'enracine dès les 9 mois de vie intra-utérine. Donc ça va contribuer à l'inscription de l'enfant dans sa lignée et va le structurer sur le plan psychique. Donc sans père, sans la présence d'un père et sans cette possibilité d'identification à la figure maternelle et paternelle, eh bien il y a un trou, il y a un creux, il y a comme une amputation. J'ai encore lu dernièrement de nombreux témoignages de situations d'enfants qui ont été conçus par donneur. Les témoignages, c'est, je dirais presque que le fil rouge, ce terme du creux, du trou, du manque, de l'absence, de la recherche d'identification, elle revient régulièrement. Et ce qui est très frappant, c'est que ces enfants disent « je ne suis pas à la recherche d'un père puisque j'en ai déjà un ». Mais c'est comment m'identifier à celui qui est à l'origine de ma vie. J'ai besoin de savoir que c'est pas simplement une paillette, mais qu'il y a un visage derrière. Donc, il y a souvent à ce moment-là une quête, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Il y a un livre très intéressant qui est sorti d'un homme justement qui est à la recherche de l'origine, enfin de son origine paternelle sur le plan biologique. Et il dira qu'il connaissait, même s'il connaissait son histoire, eh bien sa quête, elle a déjà commencé à 8 ans. Et quand ses parents recevaient des amis, il regardait par le rideau pour savoir si éventuellement son père biologique ne s'y trouvait pas. Donc c'est quelque chose qui a absorbé son énergie mentale pendant toute une longue partie de sa vie. Il pompait en fait toute son énergie. Donc nous aurons évidemment des souffrances très intimes et très diversifiées lorsque les enfants ne peuvent pas s'identifier soit à une mère, soit à un père. Quand ils sont élevés soit par 2 femmes, soit par 2 hommes, ou qu'il n'y a pas de père, rarement, oui, voilà, quand il n'y a pas de père ou pas de mère. Être relié à une double histoire familiale, une double histoire transgénérationnelle, c'est très important. Donc je parlais, oui, de faire croire qu'en fait ces enfants sont parfois bien plus désirés. Alors, qu'est-ce que le désir ? Je vous parlais de tous ces capteurs qui font que l'enfant, quelque part, pressent s'il est désiré ou pas désiré. Et il ne s'agit pas d'aller juger, de dire c'est bien ou pas bien d'être désiré ou pas désiré. Une femme qui, au départ, ne désire pas son xème enfant, il ne s'agit certainement jamais de la juger. Il s'agit de l'accompagner, d'écouter, d'oser nommer le non-désir. Parce que ce n'est pas la même chose de ne pas désirer une grossesse et de ne pas désirer un enfant. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs à l'enfant. Ta maman avait peur d'attendre encore un nouveau bébé, mais qu'est-ce qu'elle était heureuse de t'attendre toi. Donc c'est très important à ce moment-là de refaire surgir quelque part ce qui s'est transformé en la joie de l'attente d'un enfant parce qu'il y a la conscience que c'est un petit enfant qui est attendu. Mais donc un enfant n'atterrit pas sur la terre sans filiation, sans une appartenance, et il le sait jusqu'au fond de ses cellules. Donc, s'il ne peut pas avoir accès à l'une de ces lignées, eh bien, il est en danger d'involution. Et il va, bien sûr, il y a des souffrances qui vont apparaître.
Et s'il y a un mensonge de filiation, un énigme des origines, des secrets, tout ce qui est de l'ordre du déni, eh bien sûr, il y a des souffrances qui peuvent rester muettes, mais qui vont se traduire par des troubles somatiques, des troubles psychosomatiques, bien sûr des troubles spirituels. Donc nous sommes un, et ce lien que le tout petit a dès le sein maternel à la vie, bien sûr, il a déjà toute cette dimension spirituelle est bien entendu déjà, et au transcendant, à cette dimension transcendantale est déjà présente. Et donc il y a bien sûr des troubles ou des problématiques profondément spirituelles qui peuvent apparaître à partir de ce qui est amputé ou abîmé au début de la vie. Donc il y en a certains qui disent, les témoignages, c'est « je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi ». Une jeune fille adoptée, qui était une adolescente, qui était très tourmentée. Déjà, on le voit dans l'adoption. Alors la grande différence, et il n'est pas question de comparer l'adoption aux méthodes de procréation médicalement assistées qui privent par exemple un enfant d'une mère ou d'un père. Ça c'est très important parce que l'adoption a une connotation de réparation pour l'enfant. On vient quelque part rendre à l'enfant ce qu'il a perdu, alors que dans les procréations médicalement assistées ou les GPA, on enlève dès avant la conception à l'enfant ce dont il a impérativement besoin pour grandir dans la cohérence de son humanité. Donc j'ai tout un chapitre d'ailleurs que je consacre à l'adoption pour ne pas comparer, même s'il y a des choses qui sont comparables. Et on va retrouver des souffrances identiques à celles que l'on retrouve dans l'adoption. Mais il y en a une que l'on ne va pas retrouver dans l'adoption, c'est qu'à l'adolescence, l'enfant adopté peut éventuellement avoir énormément de colère contre ses parents adoptifs parce qu'il faut bien qu'il projette sur quelqu'un son angoisse et sa peur, son angoisse d'abandon, mais il ne peut pas en rendre ses parents adoptifs responsables. Donc vous voyez tout de suite que dans une GPA ou une PMA sans père ou sans mère, ou quand il y a eu adoption de l'enfant qui a été cédé après avoir été attendu par quelqu'un d'autre, eh bien ça a été cadré, même juridiquement là où les pays l'autorisent, mais ça a été programmé, la séparation a été programmée dès avant la naissance. Donc la rupture a été déjà programmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très très difficile pour des enfants et des adolescents parce que si la souffrance n'est pas reconnue, la souffrance d'abandon, mais il peut difficilement en vouloir à ceux qui l'ont fait grandir. Donc il y a ce qu'on appelle des conflits de loyauté. C'est très difficile pour ces enfants-là de savoir à qui en vouloir. Voilà. Alors voilà, j'en arrive à la GPA, je vous en ai déjà dit un petit bout. Ça va toucher évidemment de plein fouet la réalité du lien d'attachement mère-enfant, père-enfant. La GPA, la gestation pour autrui. Alors comment expliquer, ce que je vais vous expliquer, c'est important, peut-être un petit préalable, c'est que dans la gestation pour autrui, il faut savoir que même dans des procréations médicalement assistées, c'est-à-dire des enfants qui vont naître par in vitro, donc qui vont être conçus in vitro, il faut bien savoir qu'il y a donc prélèvement des gamètes de l'homme et de la femme. Donc déjà ça c'est très fort parce que c'est sorti du vivant. On sort de la chair ce qui est censé rester dans le vivant. Donc déjà là, il y a une information de solitude. Il n'est plus dans une interrelation cellulaire avec le corps de l'homme, avec le corps de la femme. Donc c'est très fort cela. Donc ils sont sortis du vivant et il faut savoir que pour les ovocytes par exemple de la femme, on ne va pas en extraire que 1, on va en extraire jusqu'à 12. Donc il y a surstimulation des ovaires, ce qui peut être risqué pour la femme aussi, mais c'est complètement contre nature bien entendu. Ce sont des techniques qui sont extrêmement lourdes pour la femme, surtout pour la femme, pour l'homme également, mais pour le couple. Les couples ne sortent pas indemnes d'une procréation médicalement assistée. Donc on va voir les nombres de ruptures. Donc il y a cette première rupture de la sortie des gamètes de la chair. Donc il n'y a pas la rencontre de la chair, pas de rencontre sexuelle qui va permettre la conception et permettre l'arrivée
de l'enfant à la vie. Il y a ensuite le fait que l'embryon va être conçu in vitro, donc nous sommes encore dans une rupture par rapport à cet enveloppement maternel. Je nomme ici toutes les ruptures. Ensuite, et en fait, donc il y en a plusieurs, hein, pour ne pas devoir, pour que la femme ne doive pas revivre cela plusieurs fois, parce que c'est extrêmement lourd. Et cela peut aller jusqu'à la fécondation d'une douzaine, même quinzaine d'embryons. Donc c'est ce que nous appelons les embryons surnuméraires. Donc il peut y avoir après ça l'implantation d'un embryon ou de plusieurs, selon le choix du couple. S'il y en a par exemple 3 ou 4 qui se développent, il y a une réduction embryonnaire, selon de nouveau le choix des parents. C'est-à-dire qu'on va choisir le meilleur embryon, qu'on va garder, et les autres vont être supprimés in utero, ou en laboratoire, on va de nouveau faire un choix du meilleur. Mais qu'est-ce que c'est le meilleur embryon? Donc c'est là où on voit cette puissance de la nature et ce mystère de la nature. Nous n'avons pas été choisis, enfin, c'est un don, la vie est un don. Et la femme reçoit la vie en elle. Mais là, ce sont des laborantins, selon certains critères, qui vont choisir le meilleur embryon à réimplanter. Donc, voilà encore une rupture, et bien entendu, la rupture, c'est celle de la naissance. Oui, après ça, on va le réimplanter dans l'utérus de la femme, et ensuite, l'embryon va être cédé, qui est né, va être cédé aux parents commanditaires, aux parents intentionnels. Donc, vous voyez le nombre de ruptures. Donc, puisqu'il y a une douzaine d'embryons qui sont conçus en même temps, parfois il n'y en a que 5, mais qu'importe, on sait ce qui se passe déjà avec les jumeaux. Les jumeaux forment une unité. On sait combien ils sont reliés entre eux, les jumeaux. On sait combien ils sont en lien l'un avec l'autre, comment ils communiquent, comment ils sont sensibles à ce que fait l'un, ce que fait l'autre, ou ne fait pas l'un ou ne fait pas l'autre. Dans leur âge adulte, il y a des jumeaux qui pressentent des choses alors que le jumeau est à l'autre bout de la terre. Ce qui arrive d'ailleurs aussi à des mères, ce qui peut s'expliquer quand je vous ai expliqué que les mères portent encore en elles des traces de tout enfant porté, donc qui peuvent avoir des intuitions par rapport à leurs enfants qui sont loin. Je reviens aux jumeaux. Vous aurez compris que du coup, quand il y a une plus grande quantité d'embryons, eh bien, ces embryons forment une unité entre eux. Ils forment comme une unité. Et donc, les autres vont être congelés. Donc, il va y avoir des embryons surnuméraires qui vont être congelés à moins 196 degrés. Comment vous dites 196 degrés. Pendant 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans. Hein, donc, selon les moments où on va réimplanter un embryon. Donc vous voyez la gravité aussi des décalages de génération. Donc j'ai eu des enfants en consultation par rapport à ça. Hein, donc des enfants qui se disputaient, mais des enfants dans une fratrie ça se dispute, c'est un peu normal. Mais là ça prenait des proportions assez effrayantes. Les parents ne comprenaient pas, ils étaient d'abord venus seuls. Et j'ai pu comprendre qu'en fait, oui, il y avait donc eu fécondation in vitro, qu'il y avait eu des embryons congelés et donc qui avaient été réimplantés à plusieurs années de distance. Mais donc en fait, l'aîné et le second, en fait, ils sont jumeaux. Bah oui, ils ont été conçus au même moment. Donc vous voyez comme ça touche à cette unité. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va créer des situations, soit au début peut-être très inconscientes, mais je parlais de façon très intéressante ce midi avec vous au niveau de l'épigénétique, de ce qui va être transmis sur le plan épigénétique dans les générations suivantes. Nous allons aller dans cette fameuse mémoire qui est imprégnée de tout ce dont je vous parle, eh bien, des situations où le petit va se vivre comme en se disant, mais il ne se le dit pas d'une façon raisonnable, mais c'est comme s'il se disait « je ne suis qu'un morceau de l'ensemble ». Donc là, nous allons favoriser des psychoses et des schizophrénies. Donc des états de morcellement intérieur, donc des sensations de ne pas être complet, puisque je fais partie d'un ensemble
avec d'autres frères et sœurs qui soit ne sont jamais nés, soit ont été supprimés, mais dont on ne parlera pas. Donc il y a soit des grands secrets par rapport à cela, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience de l'impact que cela a sur l'ensemble du vivant et donc certainement sur l'ensemble d'une fratrie et d'une famille et de la société. Donc la GPA, nous voyons donc qu'il y a là la maternité qui est tout à fait éclatée, une filiation qui est brisée, qui est brouillée. Et nous savons en effet que, voilà, si je ne sais pas d'où je viens, eh bien je ne sais pas où aller. Nous voyons que dans la cellule familiale, qui est tout à fait désarticulée à la base de sa fondation, nous voyons une maternité qui est délocalisée, qui est éclatée, donc cette rupture de l'unité relationnelle, et la filiation qui est brouillée. Et je vous ai nommé le nombre des ruptures avec les racines. Ce sont en fait aussi des racines qui sont perdues à tout jamais. Et le petit, il laisse une part de soi qu'il ne retrouvera pas. La seule chose qu'il va retrouver, c'est les émotions qui risquent de surgir à certaines périodes de vie, certains événements qui vont faire office de réveil des mémoires précoces. Donc il y a une perte des fondements de son histoire, une perte de ce qui a fait partie de son identité de base, ce qui inflige une blessure identité très forte et très douloureuse. Donc en fait, le corps de la femme, le corps de l'enfant, l'intégrité de l'homme sont ici gommés, sont réduits à une simple fonction. Donc c'est là que quand l'unité est brisée, ben oui, surgiront des questions identitaires, les questions du qui suis-je, d'où je viens, et nous allions arriver à des errances filiatives, ce qu'en psychologie nous appelons des errances filiatives. Parce qu'à l'aube de la vie naissante, nous voyons que pèse sur le petit une série de ruptures. Alors le patrimoine généalogique, voilà, tout cela aussi. On voit bien que si on coupe les racines d'un arbre ou si on déplante un petit arbrisseau, à supposer bien sûr il faut qu'il garde quand même ses racines, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une fragilisation. Donc il va y avoir quelque chose qui va être fragilisé. C'est comme si à la base de la construction du petit être humain, on introduit une donnée de vulnérabilité. Alors, oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous voyez pourquoi j'ai mis cette image de cet immeuble. C'est un immeuble en Chine qui s'est effondré et quand les experts sont venus pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, on a réalisé que les bases étaient fragiles, les bases n'étaient pas correctement établies. Et la crainte que nous pouvons avoir, c'est de voir des effondrements psychiques. Ils sont vraiment à craindre, et lors de séparations délicates, puisque ce qui résonne fort, c'est la notion de rupture, de discontinuité, de perte d'unité. Eh bien, c'est lors de séparations délicates, lors de changements, des grands changements de vie, des tournants de vie, que l'on risque de voir apparaître chez ces enfants-là des situations douloureuses sur le plan psychique, spirituel, corporel. Donc c'est vraiment cette partie immergée qui va parler. On sait bien que le Titanic, il a sombré précisément à partir de la partie cachée, de la partie invisible. C'est vrai que l'expérience de la conception, de la vie intra-utérine, elle est tout à fait dénaturée. Et donc il y a cette trace de béant, cet espace de vide existentiel qui est inscrite dans l'histoire de vie de l'enfant. Parce qu'à l'heure pour lui de s'attacher, eh bien, il se trouve comme suspendu dans un no man's land, dans une sorte d'abîme, dans un néant, voilà, avec des confusions affectives évidemment majeures. Alors voilà, il est vrai que le tout petit, qui dès son origine aura été traité avec respect, avec bonté, avec bon sens, avec intelligence et sensibilité, a de fortes chances de traiter les autres et son environnement avec le même cœur,
avec le même art de la connaissance humaine et du monde. Nous sommes vraiment là dans cet aller-retour du don et de la réciprocité du don. C'est être aimé, aimer, et c'est quelque chose qui va. Oui. Il ne fallait pas spécialement. Oui. Alors vous voyez, nous voyons vraiment que l'ordre naturel, la qualité, la solidité, la cohérence des fondations procréatiques et gestationnelles sont absolument extraordinaires dans l'être humain. Et tout est bien ordonné dans la nature, tout est magnifiquement ordonné. Quand personnellement j'ai appris cette histoire de ces cellules staminales, de savoir que la cellule familiale était déjà complète dans le sein maternel, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Mais ça permet aussi de comprendre toute la suite et ce à quoi on touche sur le plan de l'aube de la vie quand on abîme tout cela. Alors vous voyez, j'ai mis ici, ben oui, c'est vrai que les fondations de l'être humain, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose qui fonde la personnalité et qui permet notamment à la personne de rester elle-même lorsque la vie charrie des épreuves et des tourments. Ici, j'ai mis la photo du pont de Vaison-la-Romaine, parce que c'est un pont qui, lors des inondations, je ne sais plus très bien en quelle année, mais c'est le seul pont qui a tenu. Alors que c'était un pont vieux vous me direz ça mieux, combien? Voilà, exact. Et parce que ses fondations étaient solides. Donc, voilà, c'est vrai que de la même façon que les racines sont la base d'un arbre, eh bien les fondations procréatiques du petit être humain, ce sont les racines du devenir de l'édifice humain. S'il y a peu de racines ou eh bien, au moindre coup de vent, l'arbre se brise et il tombe à terre. Ce sont les racines de l'homme, ce temps de gestation. C'est la terre de l'homme, le ventre de la femme, la terre féconde où l'enfant à venir se constitue comme une graine qui se déploie dans la terre. Donc, voilà, je vais peut-être en... Voilà. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'écologie de la nature, mais si nous ne sommes pas dans une écologie de l'homme et une écologie de l'homme relié au divin, eh bien, nous n'allons pas bien nous occuper de la nature non plus. Voilà, je voudrais terminer par ce verset. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, parce que pour moi c'est une parole d'espérance. Mais je pense que nous sommes cette unité et je pense que quelquefois il y a la nécessité d'un parcours plus psychothérapeutique, mais pas forcément. Voilà, ça appartient à chacun de savoir quel est le chemin qu'il a besoin de prendre pour aller vers la réalisation de sa pleine vocation, si je puis dire, hein, de son être profond. En fait, nous sommes tous blessés. Mais notre choix, c'est que faisons-nous de nos blessures aussi? C'est peut-être ça. Voilà. Voilà. C'est très important ça, parce que nous sommes victimes quelque part, en partie victimes de notre histoire, mais nous n'avons pas à nous victimiser. Parce que la victimisation nous sort de la responsabilité. Donc dès lors que nous prenons conscience de notre histoire, qui a été celle qu'elle a été, nous devenons responsables de ce que nous en faisons et de ce que nous choisissons d'en faire. Pensez-vous que dans le cas d'un rejet de bébé, enfin de fœtus par la mère dans l'utérus, que ça puisse entraîner par la suite une mort subite après un certain temps, ou bien des troubles communicationnels type autiste ou borderline, ou des maladies auto-immunitaires par la suite? Oui. Oui, alors voilà, il y a un éventail de conséquences mais de nouveau, ce n'est pas une cause qui va produire tel effet, parce que ce serait assez dramatique. Hein, donc il peut y avoir des situations de mères qui... alors voilà, est-ce que ça a été au début de la grossesse? Il faudrait approfondir. Est-ce que ça a été au moment où elle a appris la grossesse? Est-ce que ça a été pendant 1 mois? Est-ce que ça a été 3 mois? Est-ce que ça a été la totalité? Et même selon le temps que ça a duré, les réponses vont être différentes. Donc je ne pense pas pouvoir vous dire que oui, cela va provoquer cela, mais en effet, cela peut
provoquer des situations d'autisme, mais je pense que ce serait infiniment culpabilisant pour toutes les femmes de faire immédiatement le lien entre telle cause qui produit tel effet, et je ne me permettrai pas. Mais bien entendu qu'il peut y avoir ce type de conséquences. Il y en a un éventail. J'en décris une grande série dans mon livre, dans le premier, mais qui sont des histoires étayées par des histoires cliniques, je dirais, enfin, des histoires de vie que j'ai personnellement entendues et qui ont été recueillies en cabinet. Voilà. Et les conséquences d'un petit mis en incubateur? Ah oui, oui, oui. Vous n'avez pas parlé. Vous voulez dire par exemple donc un bébé qui naît prématurément? Oui. Ok. Donc qui a un bébé né naturellement, mais qui est né prématurément. Oui. Ok. Mais bien sûr, je pense que maintenant vous pouvez absolument répondre à ma place. Que se passe-t-il pour ce tout petit? Il est séparé de, pour lui, sa sensation de la source de la vie, c'est sa mère. La source de la vie, de son sentiment d'existence, c'est sa mère. Donc il est dans un isolement sensoriel. L'isolement sensoriel le coupe de cette connaissance qu'il a, cette préscience qu'il a de sa mère, qui lui donne son sentiment d'existence. Donc c'est très important aujourd'hui, et d'ailleurs il y a, par exemple en Suède, je crois, c'est un pays très avancé à ce niveau-là, ils ont compris qu'il ne fallait pas séparer le bébé de la mère. Et donc il y a, plutôt que de mettre le bébé dans un incubateur, ils le mettent sur le ventre de la mère. Ils font tous les soins sur la mère avec les petits appareillages, parce qu'ils savent qu'en effet, il y a là un drame initial pour le petit qui est séparé de sa mère et qui a des répercussions cognitives, des répercussions sur le plan cognitif, psychologique, des apprentissages, enfin, du comportement, sur le plan émotionnel, etc. Donc oui, bien sûr, les conséquences sont majeures pour le tout petit. Après, ça va être différent pour chaque enfant. Je trouve important d'introduire quand même cette notion de résilience. Hein. L'être humain est un être résilient. Et donc oui, je vous raconte beaucoup de choses, mais ne soyons pas à la fois appesantissons-nous sur ce que nous pouvons faire pour nommer, pour dénoncer, pour informer, mais ne nous apesantissons pas quant au fait que oui, il y a une espérance à garder dans l'être humain, dans ses capacités de se relever, dans ses capacités de rebondir. Et il y a des petits-enfants qui sont nés prématurés et qui deviendront des grands artistes, des grands scientifiques, des personnes tout à fait remarquables. Donc voilà, n'enfermons pas. Nous sommes à la fois déterminés et à la fois nous avons cet espace, ce cénacle intime de la liberté qui fait que, et de cet espace divin en nous qui fait que nous pouvons aller plus loin que nos blessures. Voilà. Oui. Ouais, merci de le dire. Ouais. Oui. Je voulais juste apporter Ce n'est pas une question, c'est enfin, si je peux dire, un témoignage indirect par rapport aux statistiques. En Grande-Bretagne, comme vous avez dit, il y a plusieurs années que cela existe. Je ne peux pas dire un mot. Aux États-Unis. Moi, c'est en Grande-Bretagne, je vais vous parler. D'accord. En Grande-Bretagne, ils ont lancé une étude statistique sur les adolescents en se disant, puisqu'ils ont maintenant 15-16 ans, on va savoir, ils sont musiciens, artistes, etc. C'est merveilleux, tous ces gosses qu'on a aidés à venir au monde dans un univers merveilleux. Et les gens qui ont fait le travail ne trouvaient que des catastrophes avec des gosses en psy, enfin, suivis par des psys, quoi. Et malheureusement, donc, ils ont, comme vous savez, quand on commande une étude, il y a le problème du secret professionnel, enfin, etc. Les gens qui font l'étude n'ont pas la liberté de la sortir. Donc, je n'ai pas pu récupérer ces travaux. C'était ce que vous connaissez dans votre cabinet, mais il y a eu vraiment des études chiffrées. Il y avait des preuves absolues, mais elles n'ont pas pu sortir. Ils ont empêché. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que je veux dire, je pensais dans le sens de ce que vous avez D'accord. dit. Mais il y a les gens qui ont fait le travail ont essayé de le sortir, mais ils sont coincés par les contrats, etc. Enfin, oui. sur les enfants nés. Que des gosses, ils ont comme on a les fichiers. PMA ou quoi? Ils ont les fichiers sur les enfants nés par PMA.
Donc ils pensaient que comme ces enfants étaient tellement désirés, etc., on allait trouver une flambée de musiciens, d'artistes, de prodiges, etc. Ils ont trouvé que de la clientèle de psy et que des malheureux. Oui, oui. Oui. Mais c'est sûr, ça, ce sont les études, en effet, ce sont celles qui ne sortiront pas, parce qu'elles compromettent. Mais absolument. Oui.